Fièvre hémorragique Ebola, la situation s'aggrave. Le virus gagne du terrain, notamment en Afrique de l'Ouest. Déclaré en Guinée-Conakry en mars dernier, Ebola s'est très vite propagé dans certains pays africains. Sierra Leone, Libéria et Nigeria. Près de 2000 cas déclarés, environ 1000 décès enregistrés. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a décrété le 8 août dernier l'état d'urgence de santé publique de portée mondiale. Au Nigeria, en moins de 3 semaines, 13 cas confirmés, probables ou suspects avec 2 morts. Le président Goodluck Jonathan a décrété l'état d'urgence et annoncé 1,9 milliard de naira pour lutter contre l'épidémie. L'état d'urgence a été également décrété au Libéria par la présidente libérienne Ellen Johnson. Signalée depuis près de 40 ans, la redoutable fièvre infectieuse reste sans vaccin préventif. Ebola inquiète les dirigeants africains. Beaucoup de cas suspects au Bénin, au Rwanda, la Zambie et la Guinée ferment leurs frontières. C'est dire que la fièvre Ebola prend des tournures inquiétantes, des tournures qui doivent interpeller tout le monde. Pour se mettre à l'abri, quel comportement tenir? Suivons cet éclairage du docteur Himamaman. On connaissait le virus en Afrique centrale, maintenant il est en Afrique de l'Ouest. Et au-delà de ces 3 pays, déjà, on voit qu'il y a quand même des cas de maladies déclarés, notamment au niveau du Nigeria. Donc, le virus persiste et en plus en plus, il y a un nombre beaucoup plus important de personnes qui sont atteintes par le virus. Donc, il y a des inquiétudes que nous devons avoir, non seulement au niveau de toute l'Afrique de l'Ouest, mais même à l'échelle planétaire. Vous avez bien vu hier, le 8 août, l'Organisation mondiale de la santé a dû déclarer une situation d'urgence sanitaire de santé publique. Les premières inquiétudes sont venues du fait que la surveillance de la maladie en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone n'était pas du tout efficace parce que le foyer se multipliait. Deuxièmement, les campagnes de communication n'ont pas atteint leur objectif puisque les gens n'ont pas changé de comportement. Parce qu'il faut partir de la manière dont les gens peuvent contracter le virus. C'est un virus qui, en général, entre 2 jours et 21 jours, c'est le temps d'incubation, c'est-à-dire le temps entre le contact entre le virus et les manifestations des symptômes. Maintenant, on a dépassé le cadre classique de la contamination de l'animal à l'homme, puisque nous savons que c'était grâce aux primates, les singes, les gorilles, les chimpanzés, avec le contact que les gens se contaminaient. Maintenant, dans ces pays de foyer, c'était une contamination interhumaine, donc d'homme à homme. Et ce contact-là peut se faire à travers tous les liquides biologiques, c'est-à-dire les selles forcément, et aussi avec les rites mortuaires, la literie, etc. Tout l'environnement d'un malade va disséminer le virus. Et sa famille, d'abord, les gens qui lui sont proches, et l'ensemble des gens qui sont rentrés en contact avec lui pendant cette phase-là de maladie peuvent contracter le virus. Et c'est un virus qui nous inquiète parce que son taux de létalité, c'est-à-dire de mortalité, est extrêmement élevé. On parle même dans certains cas de 90% des gens qui ne survivent pas une fois que la maladie se déclare chez eux. Donc voilà un peu la grande inquiétude. Ça a quitté. D'abord, avant, du point de vue épidémiologique, c'était dans des zones isolées. Maintenant, c'est rentré dans des agglomérations et la contamination interhumaine, bien sûr, tant qu'il n'y a pas de mesures de prévention, notamment de protection individuelle et de collectif, bien sûr, ça peut se disséminer. Pourquoi? Parce que les mesures, comme vous dites, qu'on doit prendre dans nos pays, là, c'est d'abord, en tout cas, mettre un système de surveillance au niveau de toutes les entrées, pour qu'on puisse pouvoir voir si les gens n'ont pas la maladie. Les cas suspects,
il faut procéder à leur isolement et il faut procéder à des prélèvements pour faire des diagnostics de confirmation pour voir si nous sommes dans des cas d'Ebola, oui ou non. Le troisième aspect, en réalité, ce que nous appelons la prévention primaire, en réalité, c'est qu'il faut prédisposer des équipements individuels, surtout au niveau des agents de santé. Parce que c'est eux qui sont en première ligne, c'est eux qui reçoivent les malades, et eux-mêmes, avant d'examiner même un cas suspect, il faudra quand même que la personne puisse avoir les équipements adéquats pour pouvoir s'occuper des malades. Ça, c'est vraiment un impératif. Il faut aussi créer, en tout cas, penser à des zones d'isolement. Parce que on ne peut pas, ce sont des malades qu'on ne peut pas manipuler dans des grands centres hospitaliers, etc. Il faut créer des zones d'isolement. Troisièmement, il faut prédisposer aussi du matériel et des équipements et en plus des solutions, notamment adaptées pour pouvoir traiter des zones infestées. Maintenant, il faut impérativement former le personnel médical aussi. Et il faudra aussi, dans cette dynamique-là, mener une vaste campagne de communication, mais de communication juste, pour que les gens sachent comment on peut contacter la maladie, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a des cas suspects, et comment il faut éventuellement se protéger. Donc ça, c'est extrêmement important. Troisièmement, il y a un autre aspect dans la campagne de communication qui intègre forcément les leaders d'opinion, les leaders sociaux, les organisations de la société civile, pour que les gens changent de comportement, parce que il va de soi que face à Ebola, même les rites mortuaires, on est obligé de les confier à des gens pour éviter la propagation de la maladie. C'est ce qui se passe aujourd'hui un peu en Guinée ou au Libéria, où des agents de santé ont été quasiment agressés par des populations parce que justement on ne voulait pas qu'ils aient accès à certains malades. On a dû faire appel aux forces de défense et de sécurité, notamment à l'armée, pour pouvoir avoir accès parfois à des malades qui étaient totalement isolés, que les familles, je dirais, ont séquestrés dans des foyers et malheureusement qui peuvent avoir des problèmes de santé publique, c'est-à-dire créer une contamination à l'échelle nationale. Mais l'un dans l'autre, il faut organiser la riposte. Cette riposte se fait d'abord au niveau de la surveillance, au niveau des équipements individuels et collectifs, et une vaste campagne de communication et de mobilisation sociale. Un agent de santé peut ne pas savoir que la personne qui se présente devant elle ou qu'on lui a amené devant elle a Ebola. Bon, il y a des mesures de protection individuelle qu'on donne aux agents de santé au niveau de tous les centres de santé pour pouvoir examiner les malades. Mais ces mesures sont insuffisantes, il faut des mesures supplémentaires. Il faut des combinaisons étanches, totalement, et il faut des masques, etc., pour pouvoir manipuler ces malades-là. Donc il y a déjà ça. Maintenant, au-delà de l'équipement, mais bien sûr, vous êtes dans un milieu totalement contaminé. Même le milieu est traité par des solutions, notamment d'hypochlorite, avec de la chaux, etc., des antiseptiques virulents qui ne permettent pas la survie, notamment du virus. Donc c'est la manipulation, c'est le premier contact. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, au Niger, il faut forcément avoir prédisposé de combinaisons adaptées pour que les agents de santé puissent notamment les intégrer, les porter et éviter qu'ils ne se présentent à main nue et sans protection individuelle efficace et adaptée en face des malades. Ça, vraiment, c'est déjà ça. Donc, la deuxième chose, si les agents de santé tombent malades, bien sûr, ça vous montre effectivement toute la virulence de Ebola. Parce que même si les agents de santé, notamment le virologue, il y avait des précautions qui étaient prises, on avait vu que donc ces précautions-là étaient inefficaces. Donc les agents de santé, ils font leur travail, ils sont prêts à faire leur travail, mais il faudra quand même les protéger
avec du matériel adapté et aussi en mettant à la disposition des antiseptiques efficaces pour pouvoir empêcher la propagation de la maladie. Donc c'est des conduites à tenir. L'infection des agents de santé, comme tu le dis, si vous le dites si bien, c'est la virulence du virus qui explique que personne n'est épargné et que nulle précaution n'est de trop dans ces conditions d'apparition du virus Ebola. Donc, docteur, aujourd'hui, il existe un vaccin contre ce virus? À l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement spécifique pour le virus Ebola. Ce que nous faisons, c'est on pallie à des phénomènes de déshydratation. Parce qu'il faut voir le malade passe de plusieurs étapes. De la fièvre, éruption cutanée, syndrome diarrhéique et syndrome diarrhéique hémorragique. Donc l'hémorragie interne-externe. Donc à partir de ce moment, c'est la grande phase d'invasion. Et des atteintes de deux organes particulièrement, l'atteinte du foie et des reins. En général, quand ces organes sont atteints, vraiment le pronostic vital est extrêmement en jeu. Et tout ça, ça se passe en général autour de 21 jours entre la contamination et la manifestation de ces maladies-là. Il n'y a pas de traitement spécifique. Donc ce qu'on fait, on procède à des réhydratations et à l'inoculation de certains médicaments pour pouvoir combattre la fièvre, etc. Mais on alimente le malade par voie orale et par voie intraveineuse. C'est ce qu'on fait et on donne certains médicaments pour pallier. Mais en termes de traitement spécifique, il n'y en a pas. Pour le vaccin, il y a des vaccins qui sont à l'étude. Mais ces vaccins n'ont pas fini le protocole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas donner une autorisation d'utiliser ces vaccins parce que non seulement ils ne sont pas totalement maîtrisés et leur efficacité aussi n'est pas totalement mise en exergue. Maintenant, ce qui a été fait pour les deux Américains qui ont été expatriés à partir du Libéria, de la Sierra Leone, c'est qu'on a dû donner des sérums qui étaient en test. Mais les tests ne sont pas finis. Je veux dire que si aujourd'hui des agents de santé acceptent l'administration de sérums dont on n'a pas fini encore d'établir tout le protocole, ça démontre encore une fois tout le danger que représente effectivement ce virus-là. Parce qu'ils l'ont accepté, mais les tests ne sont pas finis en ce qui concerne ce sérum, parce que c'est des sérums qui leur ont été administrés pour combattre les antigènes qui les ont été administrés. Donc, pour les vaccins, à l'heure actuelle, il y a une quinzaine de vaccins qui sont en tout cas en train d'être étudiés. Et les études sont extrêmement très avancées, mais à l'heure actuelle, il n'y a vraiment pas de vaccin qu'on peut utiliser à grande échelle parce qu'on n'a pas fini de faire l'ensemble des tests, non seulement pour prouver leur efficacité, et en plus, surtout aussi leur innocuité. Il ne faut pas, parce qu'en médecine, ce qui est important, il ne faut pas que le remède soit pire que le mal. Donc on est obligé de prendre, il y a le principe de précaution qui font que tant que ces tests-là n'ont pas été validés, aujourd'hui nous pouvons dire tout simplement qu'il n'existe pas de vaccin. Parce qu'on ne peut pas les utiliser. Ceux qui sont là sont à l'essai, donc il n'y a pas de vaccin. Le dernier conseil, c'est vraiment d'abord au niveau des autorités, il faudra quand même faire une campagne de sensibilisation, une bonne communication. Il faut former le personnel médical d'abord pour pouvoir diagnostiquer la maladie, et il faudra prédisposer en tout cas d'équipements individuels et collectifs et forcément prévoir des zones d'isolement pour éviter, une fois que la maladie se déclare, effectivement, pour voir dans quelle mesure où est-ce qu'on pourra éventuellement isoler les malades. Les détections, malheureusement, il n'y a pas de test de diagnostic rapide. Ce qu'on peut faire, c'est le diagnostic au niveau de la consultation, qu'on fait un diagnostic clinique. Mais pour la confirmation, c'est des prélèvements qui sont envoyés notamment à l'Institut Pasteur, qui vont des centres spécialisés, ou le CDC, Center of Disease Control aux États-Unis à Atlanta,
qui vont déterminer si effectivement c'est Ebola. Mais nous n'avons pas les moyens sur place de faire un diagnostic de laboratoire et de confirmer. Et même en Afrique, ça ne se fait pas. On n'a pas de tests spécifiques. D'ailleurs, un des axes de recherche, c'est comment améliorer le diagnostic d'Ebola et comment pouvoir faire des tests sur place pour pouvoir déterminer si effectivement nous sommes dans des cas d'Ebola. Donc le diagnostic pour le moment, il est clinique. Il n'est pas de laboratoire, il n'est pas biologique. Ok, merci.